Amis fidèles du Zena TV, une fois de plus, merci de nous accorder un peu de votre temps pour suivre notre programme politique, l'Ombongi Show. Aujourd'hui, je reçois deux jeunes, deux hommes, qui ont fait le choix de la politique et surtout qui font vivre cette politique ici à Paris. À ma gauche, M. Évrard Nango et à ma droite, M. Franck Kando. Respectivement, Évrard Nango est membre fondateur du collectif Sauvons le Congo France. Il nous dira exactement ce qu'il en est. Et Franck Kando, lui, fait partie de la commission communication de l'organisation des assises pour l'alternance en 2016. Tout à fait. Alors, messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui, bien avant que nous rentrions dans le vif du sujet, puisque nous allons revenir sur ces assises et ces résolutions. J'aimerais rapidement, Évrard Nango, que vous nous fassiez un commentaire sur l'actualité politique en ce moment en France. Pour rassurer et surtout informer les gens qui nous suivent, c'est que à la place de M. Franck Kando, nous attendions Alexis Richard Miayuko, qui lui a été le rapporteur des assises qui ont eu lieu ici à Paris, des assises pour l'alternance démocratique au Congo, qui ont eu lieu ici à Paris, lui, c'était le 10 juin dernier. Malheureusement, il a été empêché, c'est pour cela qu'il a été remplacé quasiment au pied levé par M. Franck Kando ici, que nous remercions d'avoir accepté cette tâche et de nous rejoindre ici. Rapidement, messieurs, je vais commencer par vous, Évrard Nango. On a vu qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses. M. Clément Mirassa a posté un message sur son profil disant qu'il a été censuré. Il a fait l'objet d'une censure au Congo. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça, sur cette question de la liberté d'expression, notamment pour l'opposition? Puisqu'ici à Paris, apparemment, l'opposition peut s'exprimer librement, ce qui n'est pas le cas au Congo, vu ce qu'a posté M. Mirassa, Clément Mirassa sur son blog, sur son profil Facebook, pardon. Oui, effectivement, ce que nous pouvons dire, c'est que le pouvoir de Brazzaville viole les libertés fondamentales dans ce pays-là. Et la constitution du pays n'est pas respectée. Parce que tout citoyen a le droit, l'article 19, tout citoyen a le droit de s'exprimer librement par plusieurs manières. Monsieur Clément Mirassa, si on lui a empêché de s'exprimer librement dans les médias... Il s'est exprimé, mais tout simplement, cette émission n'a pas été diffusée, en fait. C'est pour ça qu'il crée la censure. Oui, mais c'est parce que le pouvoir a peur. Le fait qu'ils ont peur, c'est pour cela qu'ils censurent. Pourquoi empêcher les citoyens lambda de s'exprimer librement, de diffuser comment est-ce qu'on appelle, les informations ou bien les émissions, les interviews qu'eux ils donnent dans les médias? C'est pas autorisé, c'est pas permis. Voilà, donc il s'agissait d'une émission qui devait avoir lieu, qui a été tournée sur Radio Congo, qui finalement n'a pas été diffusée. Franck Kando, vous avez un commentaire par rapport à ça, cette liberté d'expression? Tout à fait. Bonjour à tous déjà, et puis merci de m'avoir invité. Effectivement, je viens remplacer M. Alexis par rapport à cette émission, par rapport au travail qu'il a mis en place dans le cadre de la communication des assises. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, M. Mirassa est l'une des personnalités que nous avons voulu avoir au sein des assises. Il fait partie des opposants sur le territoire congolais. Des courriers ont été initiés, des appels téléphoniques ont été initiés. Manifestement, il n'a pas pu se rendre ici à Paris. Mais cela dit, il a eu un représentant qui a adressé lors des assises un message solennel dans lequel, effectivement, il soutenait notre action et voulait activement collaborer aux assises et à l'après-assise. Est-ce que M. Ndon avait été invité, puisqu'on a vu qu'il lui aussi avait fait l'objet en fait, d'un blocage, il faut le dire ainsi, oui, qu'il n'a pas pu sortir du pays? Était-il invité aux assises? Il a été interpellé. Il a été interpellé pour effectivement voir s'il y avait une possibilité pour qu'il puisse prendre part à cela. Il a aussi adressé un courrier, il a déploré son absence. Bon, lui, c'est un fait notoire qu'il est difficile pour lui de sortir du territoire. Ma foi, il a aussi envoyé une petite délégation, un représentant qui a aussi lu un document, une motion lors des assises. Donc effectivement, il soutient par défaut notre action, oui, mais personnellement, on n'a pas pu le voir. Alors, toujours dans le cadre de ces informations qui concernent en bonne partie l'opposition, il y a eu un meeting à Madibou qui a été dispersé, Évrard Nango. Oui, les collègues, je l'ai lu aussi comme tout le monde sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu un meeting à Madibou qui a été dispersé par le maire de Madibou, qui ne voulait pas que l'opposition tienne ce meeting sur place. C'est ce que nous déplorons dans ce pays-là. Le président Sassou, quand il est parti à Sibiti, il a dit clairement que le
débat sur le changement ou la modification de la Constitution est libre et que tous les citoyens congolais peuvent s'exprimer librement sur ce sujet. Mais nous ne comprenons pas pourquoi le maire de Madibou interdit aux militants de faire un meeting, de parler à la population. Et ça, c'est inadmissible. C'est encore une violation flagrante des libertés fondamentales dans notre pays. Alors, pour parler maintenant d'une actualité qui concerne toute la nation congolaise, je veux évoquer avec vous, messieurs, rapidement le voyage du président Denis Sassou Nguesso en Chine. Il y a eu des accords importants qui ont été signés, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan économique. Un commentaire par rapport à ça? Pas grand-chose. Il est dans sa trajectoire en tant que président. Je pense qu'il est sûrement en fin de parcours. La Chine est un grand partenaire au niveau de la sous-région, au niveau de toute l'Afrique. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, j'espère que réellement les Congolais profiteront de ces accords le plus rapidement possible. On respecte sa fonction, mais cela dit, on trouve certaines de ses actions contestables. Et voilà, oui, par rapport au voyage en Chine, un bon diplomate. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, c'est grâce à la relation entre le Congo et la Chine et notre coopération bilatérale qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qui se fait aujourd'hui au pays. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que le Congo s'endette beaucoup auprès de la Chine. C'est la banque chinoise Exim Bank qui finance la plupart des projets qui sont réalisés par les grands travaux. Ce n'est pas des fonds propres du Congo, ce sont des prêts concessionnels chinois et c'est ce que nous déplorons. Parce que malheureusement, les Congolais, à partir de 2020, on va commencer à rembourser les prêts chinois. Je pense que demain, il faudrait qu'avec la Chine, on doit revoir un peu nos relations bilatérales sur ce point-là. C'est vrai que la Chine nous aide beaucoup, mais l'endettement auprès de la Chine, ça devient un peu exorbitant. Voilà, alors maintenant on va revenir, messieurs, après cet aperçu de l'actualité, on va revenir sur les sujets que vous avez préoccupés tous les deux durant 3 jours ici à Paris. Ce sont les assises nationales pour l'alternance au Congo-Brazzaville. Rapidement, Franck Kando, vous avez été chargé de la communication de cet événement. Tout à fait. Parlez-nous rapidement de son organisation, comment les choses se sont passées. Alors concrètement, ça fait quelques mois que nous avons commencé à élaborer cette organisation des assises. Je le signale avec très peu de moyens. Donc nous avons coopté certaines personnalités qui ont renforcé en fait le comité préparatoire des assises pour essayer de l'organiser sur 4 jours. Je le répète, ça a été assez lourd, mais ma foi, je pense que le résultat est assez probant dans la mesure où on a pu initier un mouvement, une lame de fond, qui, j'espère, nous conduira à changer le système en place au Congo. Plusieurs commissions ont été mises en place. Moi, personnellement, je faisais partie de l'organisation au niveau de la communication. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'interpeller tous les Congolais du territoire français ainsi que de toute l'Europe. Diverses associations se sont rendues aux assises, des personnalités aussi ont été conviées et des partis politiques d'opposition aussi ont été conviés à ces assises. Et ce que je tiens à dire, que ça a été relativement une réussite à ce niveau-là. Voilà. Alors, juste avant qu'on ne revienne sur les résolutions, puisque nous avons ici le communiqué final, hein, on vous lira quelques extraits tout à l'heure, les messieurs ils en ont, on en parlera tout à l'heure. J'aimerais juste rapidement, avant qu'on ne revienne, Evan Nango, que vous commentiez avec nous, peut-être aussi Franck Kando vous le diriez, l'initiative de Robert Poitipangu et M. Modeste Moukadia sur la scission du Congo, puisque c'est là aussi, il fait partie de cette actualité politique qu'on a vue ici à Paris avec une grande conférence qui a drainé pas mal de monde pour la création de l'État du Sud Congo. Bon, ben, je suis navré, ça me fait aussi rire aussi de voir des gens... on n'est pas au sérieux, quoi, en fait. Oui, mais je ne peux pas les prendre au sérieux du moment où eux-mêmes ils font le jeu du président Sassou. Ils violent la Constitution. Le Congo est un et indivisible. On ne peut pas séparer, diviser le Congo en deux, créer un État du Sud. Je trouve que c'est vraiment aberrant. Ça n'a pas sa raison d'être. Voilà, nous sommes un petit pays, un petit peuple. Pourquoi encore diviser le pays? Je trouve que leur initiative s'arrêterait que sur la place de Paris. Ça n'ira pas loin. Voilà. Une initiative qui n'ira pas loin? Oui, je le pense aussi, sincèrement, parce qu'il n'y a pas de finalité réellement. On est, mon frère Évrard l'a dit, le Congo est uni et il n'y a pas de raison de le diviser. Donc je pense que ce débat n'a aucune raison d'être, personnellement.
Donc de ce côté-là, vous êtes quasiment en accord avec le PCT, le président Sassou, pour dire que la tradition, la constitution, pour une fois qu'on va respecter la constitution, on veut que le pays soit uni et individu. Mais tout à fait, le Congo, on ne peut pas diviser le Congo. Pourquoi nous divisons le Congo aujourd'hui? Prenons un exemple. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en Europe. Mais pourquoi on a créé l'Union européenne? C'est parce que c'est pour renforcer. Plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. C'était pour faire face aux États-Unis et à la Chine. Aujourd'hui, un pays de 342 000 km, vous voulez le diviser en deux. Déjà au niveau de la sous-région, on ne s'entend pas, on n'est pas unis. La CEMAC ne marche pas bien. Nous avons des problèmes avec notre voisin, la RDC. Et vous voulez encore venir diviser le Congo? Ça s'est créé encore des histoires, chercher encore des problèmes. Ça ne se fera jamais. Moi, je ne pense pas que cette initiative est une bonne initiative. Et le voit à l'échec. Voilà. Et je tiens à souligner, mon cher Cyr, qu'au niveau de la population congolaise du Sud, ce sujet-là n'est pas discuté. Je pense que c'est un groupuscule de personnes qui se targue justement de représenter le Sud et qui veut faire une scission, mais manifestement, moi, au niveau de la population, je ne l'ai pas entendu. Voilà, c'est ce que j'aimerais préciser. C'est pas une priorité, voilà, c'est pas une priorité. Pas une priorité, c'est un sujet qui ne fait pas l'objet de discussion, mais il y en a un qui a fait l'objet de discussion il y a quelques jours, c'est la Constitution. Alors, quand on lit, Evra Nango, les résolutions, sinon les grandes lignes, les décisions qui ont été prises durant les assises, on a des choses en fait qu'on connaissait déjà, des choses qui sont déjà dites ou écrites sur les réseaux sociaux. Par exemple, la modification de la Constitution, la non-modification. Fallait-il organiser des assises pour dire qu'il faut modifier la Constitution? Mais non, pas forcément. Mais ça, c'est aujourd'hui, c'est le débat se tourne autour de ça, le problème de la Constitution. Donc, c'est la loi fondamentale du pays. Le Congo, la Constitution régit le fonctionnement du pays. Donc, pourquoi toucher à la Constitution à presque une année et demie de la fin du mandat du président Sassou? Je pense que le moment n'est pas opportun pour parler de la Constitution. C'est vrai que cette Constitution pose problème, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut en parler. Ou bien la changer ou la modifier. Non, je pense que c'est le prochain président qui viendra peut-être en 2016 après le président Sassou. Ensemble, nous allons nous réunir pour pouvoir débattre sur la modification de la Constitution, parce que c'est prévu dans l'article 185 que cette Constitution peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision. Mais les articles 57, 58, on ne peut pas les toucher. Voilà. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, puisque ça fait partie aujourd'hui des éléments en fait, qui figurent dans le communiqué final. Non radical à la modification, à la révision et au changement de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002. Non au projet du référendum sur la question de la Constitution. Rejet total des résultats du recensement administratif spécial 2013. Finalement, toutes ces choses-là, l'opposition locale l'a dite, sont pour autant organisées des grandes réunions durant 3 jours. Tout à fait, durant 4 jours. 4 jours, pardon. Effectivement, ça donne l'impression d'être, de prendre l'opportunité justement de cette constitution pour associer tout le monde au sein des assises. Ça a l'air un peu opportuniste, hein, si je peux m'exprimer ainsi. C'est l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on a, mais en même temps c'est le tronc commun, hein, c'est le pilier. Effectivement, c'est pas nous qui avons mis en place au niveau du calendrier l'éventualité d'un changement, d'une révision de la Constitution. C'est le chef de l'État qui en a pris l'initiative avec son gouvernement. Nous, on n'a fait que se positionner par rapport à ça. Effectivement, ça nous lance vers un élan populaire. On est tout à fait d'accord là-dessus que nous devons manifester et être contre un certain nombre de décisions qui vont être prises dans les semaines à venir. Il n'en reste pas moins qu'au-delà de ça, il y a certains points, notamment sur le plan du recensement, sur le plan de certaines libertés. Nous avons des choses à dire. Nous arrivons en 2016 à une fin de mandat. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ce sont des questions assez importantes. Monsieur Denis Sassou Nguesso est là depuis 35 ans. Nous avons vu la situation chaotique dans laquelle il nous a mis, lui et son gouvernement, et nous voulons clairement nous positionner. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement populaire qui se met en marche et qui a des prétentions justement de proposer une alternative. C'est ce que je veux dire. Au-delà de l'alternance, nous voulons une alternative, c'est-à-dire un autre système avec d'autres personnes et une autre vision du Congo. Et c'est réellement notre combat aujourd'hui sur Paris et j'espère avec un relais sur le territoire congolais. Un refus catégorique de toute participation à un gouvernement d'union nationale qui ne répondrait pas aux aspirations souveraines du peuple congolais. C'est quoi exactement? C'est un refus,
truc-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez dedans. Est-ce qu'il y a un type, quel est le type de gouvernement du national auquel l'opposition ou les personnes qui ont participé à l'exercice pourraient participer? Nous pensons que pour le moment, ce n'est pas opportun de participer à un gouvernement d'union nationale. Tout à fait. Du moment où nous sommes à moins de 2 ans des élections présidentielles, pourquoi participer à un gouvernement d'union nationale maintenant, du moment où le cadre n'est pas approprié, à moins qu'il y ait la convocation d'un dialogue ou des états généraux ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir décider ensuite s'il y aura un gouvernement d'union nationale qui va revoir un peu le point sur le recensement administratif par exemple, voilà, le fichier électoral et tout ça, oui, effectivement pour pouvoir organiser les élections de 2016. Mais si ce n'est pas dans ce cadre-là, pourquoi aujourd'hui participer à un mouvement d'union nationale? Je pense que le moment n'est pas encore venu, le moment n'est pas opportun. Ces assises ont pris fin le 10 juin. 10 juin, tout à fait. Une date historique en lien avec la fin de la conférence nationale. Voilà. Tout à fait. Je voulais juste vous dire exactement, puisque parmi les points, on parle de la réhabilitation des acquis positifs de la conférence nationale souveraine et restauration d'une démocratie véritable. Messieurs, donnez-moi ces acquis ou quelques acquis de la conférence nationale souveraine positifs qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on puisse en demander, d'autant plus qu'on a du mal à avancer par rapport à cette jeune démocratie congolaise. Mais la conférence nationale souveraine du Congo a posé les bases d'une société démocratique. On a eu une constitution. À partir de cette constitution-là, il fallait mettre en place des institutions qui devaient aller avec l'élan démocratique. Ça a été positif. Et ça, il faut le restaurer. Aujourd'hui, le Congo n'est pas un pays démocratique. Les chiffres le testent bien. Voilà, le Congo est classé un pays dictatorial. Il y a une dictature au Congo, nous ne devons pas mâcher les mots, le président Sassou, c'est un dictateur. Si vous voyez les indices de la démocratie nous attestent que si le Congo c'est rouge, 2,2, ça prouve que le Congo n'est pas un État démocratique. Donc, alors que la conférence nationale avait posé les bases d'une société démocratique. Donc nous devons repartir sur ces bases-là. C'est ça l'importance. Franck, on a voulu compléter quelque chose par rapport à ça? Oui, je suis en total accord avec mon frère Évrard. Tout simplement, ce que j'aimerais dire, c'est que quand tout ceci s'est passé en début d'année 90, on croyait que véritablement on tournait la page à un système qui, depuis l'indépendance, n'a pas fait du bien aux Congolais. Bon, je pense qu'aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, il s'agirait de revenir en termes de carrefour. C'est comme si je prenais l'image d'un carrefour. Si on s'est trompé de chemin, il s'agit de revenir à la situation initiale, et pour nous, c'est la conférence nationale, avec un gouvernement de transition qui s'est mis en place, pour pouvoir reprendre le cap dans une direction où les Congolais profiteraient réellement et de richesses du Congo de manière uniforme, et des institutions fortes. Ce que nous voulons tout simplement aujourd'hui dire, c'est que nous n'avons pas pris le bon chemin. Les gouvernements successifs qui ont été mis en place n'ont pas donné satisfaction aux populations. Donc je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous revenons initialement à cette situation et nous tentons justement de rééquilibrer les forces avec une opposition constructive et avec des fondamentaux sur lesquels nous avons dressé un certain nombre de points lors de notre communiqué final. Voilà. Et vraiment, vous avez participé activement dans les travaux, dans les commissions. Comment ça se fait? Quelle était l'ambiance de travail? Parce qu'on a vu quand même, il y a énormément de choses qui ont été proposées. Comment ça se passait en fait? Alors, en tout cas, une ambiance cordiale, c'était très bien. Personnellement, j'ai participé à la commission valeurs républicaines, morales et politiques. C'était vraiment bien. Et c'est là où nous avons posé un peu les bases. Le Congo de demain avec quel homme politique? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à définir c'est quoi l'homme politique congolais de demain? Parce qu'on a vu ce que les hommes politiques congolais ont fait aujourd'hui. Alors, juste pour rappeler les hommes politiques, il faut quand même vous dire qu'à l'initiative des assises, les gens qui ont coordonné ces assises, c'est quand même des hommes politiques qui ne sont pas de la première heure. Je veux dire, ils ne sont pas nés dans les années 2000, c'est quand même des gens qui sont dans le milieu politique depuis les années 70 pour certains, sinon 80, voire 60 pour d'autres. Mais ce qui est le plus important, c'est la morale que ces gens-là ont eue. Nous avons vu le... Ont-ils aujourd'hui une morale parce qu'ils ne sont pas aux affaires? Parce que s'ils étaient aux non, affaires, mais... ils sont aux affaires aujourd'hui, ils ont eu une morale au début, aujourd'hui ça ne passe pas. Ben oui, mais nos pères de l'indépendance, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut les reprocher aujourd'hui? On les reproche de rien du tout. Donc, il y a eu par exemple l'équipe du ministre Maleka Alexis
ils ont été pendant la transition, on a vu ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous voulons bénéficier de leur expérience, de leur moralité aussi. Voilà, c'est très bénéfique. Aujourd'hui, la meilleure partie de l'histoire politique du Congo demeure la période de transition, dirigée par le Premier ministre Milongo. En dehors de cette période, nous savons que c'était catastrophique. Que ce soit pendant la période du président Lissouba, Sassou 1, Sassou 2, c'est la même chose. Doit-on continuer finalement, doit-on continuer Franck Ando à être dans la nostalgie de cette conférence nationale? Elle est passée il y a quasiment, je pense depuis 92, donc on en est encore, depuis 20 ans, on en est encore à repenser. Oui. Avant c'était mieux et aujourd'hui. C'est ce qu'a dit mon confrère Franck, mais il faut un point de repère. Ça c'est un repère pour nous, on ne peut pas s'en passer. Nous ne pouvons pas changer de repère si nous n'avons pas de point de base. Le point de base c'est ça la conférence nationale souveraine. Donc c'est de là-bas où que nous devons partir. C'est vrai que moi j'ai toujours dit que bon, il faut penser l'après-conférence nationale, ça fait 23 ans que la conférence nationale a pris fin, mais c'est notre point de repère. À partir de la conférence nationale, nous avons posé les bases d'une société démocratique. Tout à fait. Donc nous devons repartir un peu sur ces points de repère pour pouvoir avancer. D'où l'importance des assises, parce que dans les assises, nous avons essayé aussi de poser aussi les bases d'une société démocratique au Congo. Je ne sais pas si vous avez lu intégralement le compte rendu. Oui, on a essayé un peu de débaucher un peu tout. Oui. On a vu tout passer au crible, que ce soit le plan social, économique, culturel. On va aborder le plan social rapidement. Quand vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, doit-on rester dans cette nostalgie? Conférence nationale souveraine, avant c'était mieux, et aujourd'hui finalement on a du mal à se projeter, d'autant plus que le spectre de cette conférence continue à hanter en fait l'homme politique congolais. Vous savez, M. Cyr, j'avais une vingtaine d'années quand la conférence s'est produite sur Brazzaville. Personnellement, je ne l'ai pas suivi. Je l'ai suivi a posteriori, quand je me suis réellement intéressé au Congo, parce que je dois vous dire que j'ai quasiment vécu ici en France. Hein, toute mon existence s'est passée ici. Donc c'est vrai que le recul par rapport à cette transition et à cette conférence, moi je l'ai appris qu'il y a quelques années, je me suis renseigné là-dessus. Et c'est vrai qu'en termes d'événements, pour moi et pour mes parents, ça a été un événement assez crucial. J'ai rencontré M. Maleka il y a quelques mois de cela. Il faut juste vous situer, M. Jean-Luc Maleka fut ministre des Finances sous la transition, géré par feu André Milongo. Voilà, et qui est un petit peu la tête de proue de ce mouvement-là. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec lui, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il voulait mettre en place avec un certain nombre de personnalités, le mouvement qu'il voulait initier. Moi, j'ai toujours voulu m'intéresser au Congo, vous savez, et manifestement, je n'avais pas dans mon subconscient, dans mon inconscient, un personnage que je pouvais suivre. Je me suis renseigné sur Jean-Luc Maleka et j'ai trouvé qu'effectivement, il était digne de confiance. Son parcours n'est pas entaché de malfaçon, de mauvaise gestion. Voilà, il a une intégrité qui manifestement... est reconnue quasiment par tout le monde. Voilà, donc moi, mon engagement politique, vous savez, il s'inscrit là-dedans. Hein, c'est de rejoindre des personnalités qui, manifestement, et il y en a aussi bien... côté aussi, côté du pouvoir, je pense qu'il y a des gens qui doivent... Il y a des gens, donc effectivement, il faut... Voilà, pour initier ce mouvement-là, il faut des hommes intègres. Moi, je m'inscris là-dedans, et c'est vrai que le repère des années 90 est pour moi très important pour avoir une vision sur ce que nous allons mettre en place dans les mois à venir.